Bonjour et bienvenue sur Octogone. On se retrouve aujourd'hui pour un débat plus qu'actuel puisqu'il a sûrement animé tout votre été et doit encore animer votre rentrée. À savoir le pass sanitaire. Et pour ce débat, nous sommes avec Edouard, 28 ans. Bonjour Edouard. Bonjour. Bonjour Edouard. Un étudiant en économie. Et Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. 30 ans, élève avocat à l'ERH de Strasbourg. Donc pour commencer, comme nous commençons tous nos podcasts, nous allons faire la fameuse traditionnelle question d'Octogone. Quel est votre combat ordinaire ? J'imagine que je commence. Alors moi, c'est pas très grave comme combat, mais j'ai la fâcheuse tendance à demander aux gens comment ils vont par email dans un cadre professionnel. Même si, on s'est déjà parlé dans la semaine, je mets toujours une petite phrase bonjour, j'espère que tu vas bien, machin, et tout le monde s'en fout. Et je continue quand même, je lâcherai rien. Personne te répond quand tu la poses ? Rarement, mais je lâcherai rien. Ok, super. Et moi, je ne supporte pas l'autoritarisme inutile. Les gens qui font leur petit chef, ou voilà, ça m'agace. D'accord, ah oui. Alors revenons à présent au pass sanitaire. Si ce débat existe, c'est bien parce que le pass sanitaire divise la population entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Mais c'est à savoir désormais si le monde est aussi manichéen qu'on le pense. Alors nous allons parler avec Guillaume et avec Edouard de ce pass sanitaire parce que nous avons ici deux points de vue assez clivants. Donc on va partir sur une première question, un peu assez large tout d'abord. Quelle place a eu le pass sanitaire dans votre quotidien depuis vos prises de position respectives ? Relativement léger, on va dire, à part les balbutiements du début, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien réussi à télécharger mon QR code, est-ce que j'ai le bon, est-ce que le truc européen qui s'est pointé après fonctionne aussi pour aller au cinéma en France, un petit peu de mise en chauffe, on va dire, mais après, relativement léger, quelques discussions de fond, voilà, forcément avec amis, famille et compagnie sur la mise en place du dispositif, mais relativement léger en impact, on va dire, à titre perso. Voilà. D'accord, ok. Et toi, Guillaume, du coup ? Moi, ça a été beaucoup plus difficile parce que, faut savoir, je suis une catastrophe en organisation. Donc, j'ai imprimé au moins 10 passes sanitaires que j'ai perdu à peu près systématiquement. Donc, du coup, à la fin, je me suis rapporté sur télécharger dans mon portable et je ne retrouvais pas dans quel dossier j'avais mis. Et donc, du coup, je poireautais pendant 15 minutes avant en mettant un peu à l'écart pour ne pas faire une queue parce que déjà, il y avait une queue immense partout où j'allais, la piscine, le cinéma. Donc, oui, non, ça a été un peu difficile. D'accord, ok. Oui, parce qu'on rappelle, du coup, vous êtes tous les deux vaccinés. Yes. C'est ça, donc on a grosso modo tous le pass sanitaire. La question qui va suivre, du coup, est une question pour Guillaume, qui est, en tant que personne opposée au pass sanitaire, vous sentez-vous, rejeté ou exclu par une partie de la population ou les institutions ? Personnellement, pas forcément, parce que moi, je suis vacciné. Donc, du coup, rapidement, je dis... je suis contre le pass sanitaire, donc là je vois de l'inquiétude. Oui, mais moi je suis vacciné à titre personnel, donc là tout le monde se détend, voilà, c'est bon, j'ai pas la peste. Mais par contre, quand on voit que pas très loin d'ici, à Europa Park, on a mis des bracelets de couleur pour distinguer les gens qui étaient vaccinés et pas vaccinés, on se croirait un peu dans la lettre écarlate. Ouais, d'accord, ouais. Ah, ok. Toi, t'as eu tendance à exclure un peu des gens? Alors non, pas particulièrement, je suis pas videur, ni physio, ni contrôleur à l'entrée d'un ciné, mais il y a un petit côté rassurant, on va dire, quand tu rentres dans un truc où il y a eu un check avec, tu te dis qu'a priori, voilà, tu peux détendre, baisser la garde, que tu as eu peut-être pendant plus d'1 an, mais voilà, si demain je vais faire un foot et qu'il y a des gens qui sont pas vaccinés ou qui n'ont pas un pass sanitaire, c'est pas grave, hein, j'ai fait du foot les week-ends derniers, je pense que voilà, c'était des matchs amicaux, donc il n'y avait pas de contrôle de pass sanitaire. Ça j'ai pas boycotté la poignée de main ni les trucs à la fin du match avec les mecs d'en face où j'avais absolument aucune idée de leur statut vaccinal, si tu veux. Donc, ouais, ok, d'accord. Alors on va repartir un petit peu sur une question pour Guillaume. Souvent on fait rarement le distinguo en fait entre la personne qui est contre le vaccin et la personne qui est contre le pass. Et d'ailleurs quand on lit la presse, notamment les Échos en juillet, nous ont indiqué qu'il y avait 16% approximativement de Français qui étaient contre le vaccin, ce qui nous dit rien sur les Français qui sont contre le pass. Est-ce qu'il est compliqué pour une personne qui est contre le pass sanitaire de s'opposer au pass, sachant que la lutte contre le pass regroupe des pros et des anti-vax ? Ah, c'est super compliqué, parce que quand on voit par exemple les manifestations contre le vaccin, que vous avez au premier rang Philippot, Divisio, Dupont-Aignan, clairement... ça donne pas envie. Ça donne pas très envie d'y aller. Après, en plus, j'ai écouté un peu, j'ai bien écouté les arguments de tout le monde. Donc, je regarde par exemple la chaîne Réinfo Covid. Réinfo Covid, ils expliquent qu'il n'y a même pas
de Covid. C'est magique. Donc ils sont covidosceptiques. Donc certains disent que ça n'existe pas, et d'autres expliquent en fait oui, mais c'est pas très grave. Il y a juste eu des milliers de morts, millions partout dans le monde. C'est un truc de fou. Par contre, sur le pass sanitaire, la question c'est est-ce que le pass sanitaire est une arme efficace pour lutter contre le Covid, ou est-ce que c'est quelque chose de disproportionné par rapport aux libertés? Et moi, c'est plutôt sur ça que je suis un peu sceptique, c'est sur l'intérêt d'un pass sanitaire. Il y a d'autres pays qui ne l'ont pas utilisé, nous on l'utilise, quels sont les bons et mauvais côtés, et je trouve qu'il n'y a pas tellement de débat. C'est vrai. La question peut aussi s'adresser à toi, Edouard. Yes, mais c'est très drôle ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Réinfo Covid, j'avais cliqué dessus aussi, c'est celle de Louis Fouché notamment, c'est le praticien de Marseille. C'est vrai que pour le coup, ils sont dans un déni assez, assez conséquent quand même. Ils font comme si tout allait vraiment normalement et c'est un peu particulier. C'est vrai que le distinguo anti-vax et anti-pass, je trouve, porte préjudice à la cause anti-pass. Parce que c'est très compliqué, du coup, de discuter, on va dire, paisiblement avec quelqu'un qui est peu favorable au pass sanitaire, parce que souvent, soit tu vas pas avoir envie de chercher le débat avec un divisio, parce que voilà, la parole qu'il porte est pour le moins floue et on va dire peu pertinente, selon mes critères en tout cas. Mais c'est vrai que je suis ravi de pouvoir échanger sur les arguments plus centrés sur le pass et pas sur le vaccin. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je pense qu'on aura le temps tout au long d'échanger les arguments qui font que chacun de nous pense que c'est ou pas une solution pertinente pour la gestion de l'épidémie. Je pense que à titre perso, elle est peut-être pas la meilleure, mais peut-être pas non plus la pire en tout cas. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment fondamental, je pense, d'opposer l'anti-vax et l'anti-pass et de faire le distinguo en tout cas entre les deux catégories, parce que c'est pas le même combat du tout, vraiment pas. Bah oui, c'est ça, et du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Guillaume, sur tous ces Philippot, tout ça. On avait une question que moi je trouve très pertinente sur: pensez-vous que la mobilisation contre le pass sanitaire existerait aujourd'hui si le gouvernement n'avait pas menti auparavant ou changé d'avis à de nombreuses reprises sur les mesures envisagées? C'est exactement ça. Moi, je rappelle juste que en décembre dernier, les plus vaccinosceptiques, c'était le gouvernement lui-même. Le gouvernement a quand même été contre les vaccinodromes, était contre la vaccination de masse. Il disait non mais en fait il faut vacciner les plus fragiles en prenant vraiment en compte leur consentement, etc. Vous vous rappelez, c'était le long entretien d'1 heure avec le formulaire et tout. C'était extrêmement compliqué et on a bien vu après qu'on pouvait tout à fait accélérer et que c'était uniquement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de vaccins, donc du coup ils voulaient cacher ça sous le fait de on respecte le consentement des gens. Ils sont mis, au départ, ils étaient contre le pass sanitaire. Emmanuel Macron a dit il n'y aura jamais de passe pour le coup sanitaire ou vaccinal, je ne me rappelle plus. La nuance en fait va vite disparaître parce qu'à partir du moment où arrive le moment où les tests ne sont plus remboursés, on arrive sur un pass qui est vaccinal en fait. Ouais, ok. Si je peux rebondir, c'est vrai que là pour le coup, quand les tests ne seront plus remboursés, je serai peut-être moins supportif du pass sanitaire en tant que solution de gestion et pour endiguer l'épidémie. Pour ce que tu dis sur le gouvernement, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que la position du gouvernement a évolué, mais je crois pas en l'espèce d'un gouvernement qui ment sciemment, ou en tout cas qui s'arrange avec la vérité. Je pense qu'il y a une certaine forme d'incompétence qui est pas, c'est pas mon rôle en tant que citoyen lambda de dire que je suis plus compétent, très loin de là. Mais je pense que il y a une situation qui est nouvelle sur laquelle en tant que haut fonctionnaire ou en tout cas en tant que membre d'un exécutif, t'es peut-être pas forcément préparé. Et je pense qu'il y a cette course à la réaction qui fait que tu as peut-être tendance à parler un petit peu trop vite et à pas vérifier ce que tu vas dire, et je pense plus sur de la maladresse / incompétence que sur une véritable volonté d'avoir un plan secret dans un tiroir noir, le cabinet noir que François Fillon avait inventé là, sur le quinquennat Hollande. Je t'en prie, je t'écoute. C'est pas vraiment ce que j'ai dit, hein, quand il y avait pas de masque, le masque n'était pas forcément la solution parce qu'il fallait le réserver pour les soignants. Quand il y avait des masques, il fallait que tout le monde en mette. Quand il n'y avait pas de vaccin, pour le coup, on voulait le destiner aux plus fragiles. Quand il y a eu des vaccins, on a dit non mais en fait il faut faire une vaccination très rapide. Voilà, je comprends tout à fait ce qu'a fait le gouvernement, mais du coup c'est sûr que, pour revenir à la question de départ, ils mettent en place un état d'esprit dans lequel beaucoup de gens vont forcément à un moment donné être contre. Oui. Et du coup tu penses que ces manifestations qu'on peut voir contre le pass sanitaire,
c'est au-delà du pass sanitaire, c'est vraiment par rapport à cette politique, cette impression d'avoir été trahi, entre guillemets. Oui, et en même temps, je reconnais qu'il y a quand même 60% de la population qui adhère plutôt à ce gouvernement. Donc voilà, c'est la nuance aussi que j'aimerais mettre. Et moi-même, je pense qu'ils auraient dû reconnaître tout de suite la vérité. Ils n'avaient pas forcément les vaccins au départ, ils voulaient les donner aux plus fragiles, mais plutôt que dire ah oui, attention, on est contre les vaccinodromes parce que c'est vraiment pas bien ce qu'ils font en Allemagne, et puis après refaire exactement la même chose, je trouve ça assez hypocrite. Et en même temps, moi j'étais très content qui me permettent d'avoir un vaccin gratuit en plus. Voilà, donc c'est pas uniquement pour taper sur le gouvernement. Sur ça, il y a plein de pays qui rêveraient d'être vaccinés aussi. Ah, je suis d'accord. Je partage ton avis. C'est vrai qu'après, la situation, même pour le gouvernement, je pense qu'elle a dû évoluer assez vite. Notamment, les labos fournisseurs ont réévalué à plusieurs reprises le nombre de doses qu'ils étaient capables de fournir. Et je pense que, il y a une nécessité d'adaptation de la part des gouvernants, pas uniquement le gouvernement français. Je pense que c'était quelque chose qui était européen, sinon mondial. Tu réévalues. Alors évidemment, je pense que c'est mieux si ça se fait en toute transparence, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. J'en conviens avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui restent, qui resteront dans les bêtisiers. Peut-être qu'on en rira dans 20-30 ans, parce que là c'est encore un peu tôt. Mais c'est vrai que si Beth Ndiaye qui dit qu'elle ne sait pas trop mettre un masque, il y avait peut-être d'autres manières de procéder. Et c'est vrai que je comprends que si toi tu es un citoyen ni supportif, ni on va dire fier détracteur du gouvernement, je comprends que tu considères qu'on s'est un peu foutu de ta gueule à un certain moment et que ça te donne pas envie d'avoir confiance. Là, je l'entends totalement. C'est pour ça que j'ai pas envie de supporter l'action en bloc du gouvernement, parce qu'il y a certaines choses en effet qui auraient dû être faites différemment. Après, je trouve qu'il faut leur laisser, en tant qu'action publique, si tu veux. Il y a une nécessité de réaction, d'adaptation, et il y a aussi un consensus scientifique qui a beaucoup évolué rapidement. Alors, avec tous les disclaimers et tous les caveats possibles, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que si tu regardes les rapports de l'OMS, même l'étendue des publications de recherche et tout, c'est vrai qu'on était sur des sables mouvants, et la vérité d'une semaine n'était pas forcément la vérité du mois d'après. C'est à ça que ça sert la science, malgré les détracteurs qui peuvent dire que on n'a pas de raison forcément de croire aux publications scientifiques et compagnie. Moi j'y crois, je crois à l'évolution du consensus scientifique, et je crois aux personnes qui sont compétentes et qui ont dédié leur vie à la recherche et à faire quelque chose d'utile pour l'intégralité de la planète. Mais je pense qu'il faut prendre la distance nécessaire aussi avec ça, et que les gouvernements peut-être n'ont pas su faire ce petit pas de côté, et prendre avec des pincettes, on va dire, ou remettre l'état de la recherche scientifique dans un contexte plus large et évolutif. Très bien, oui. Alors, une nouvelle question peut-être, parce qu'on a évoqué l'Allemagne notamment. C'est un pays dans lequel il y a eu une campagne d'information assez large, avec des affiches qui étaient traduites en arabe, en mandarin. Est-ce que vous auriez personnellement préféré une plus grande politique d'information de la part du gouvernement français à la place d'un pass sanitaire ? J'aurais clairement préféré une plus grande politique d'information. J'aurais préféré un plus grand débat démocratique, comme il y a eu en Allemagne. Je trouve que le gouvernement, en fait, en ayant un conseil de défense, on est quand même un pays incroyable, où on a un conseil de défense, et où tous les débats qui ont lieu en conseil de défense sont secret défense. À côté, mais quelqu'un qui trahirait ce conseil de défense serait accusé de haute trahison. C'est quelque chose d'incroyable. Quelqu'un aux États-Unis, les débats parlementaires sur le Covid ont été en direct, ont été disponibles en continu. Donc là, d'un point de vue information, on a volontairement refusé l'accès à l'information, ce qui est quand même très gênant, et pour les raisons qu'on a dites avant. Après, est-ce qu'on peut, du coup, avec plus d'informations, empêcher le pass sanitaire ou pas ? Rapidement, on va avoir la question, c'est pass sanitaire ou, à mon avis, vaccination obligatoire pour les plus fragiles. Mais voilà, du coup, c'est un autre débat et tout. Moi, je n'opposerais pas campagne d'information sur le vaccin et pass sanitaire. Pour moi, les deux marchent un petit peu de front, avec peut-être une antériorité sur l'information vis-à-vis de la campagne. Je trouve que l'information a quand même été bonne, et on a été abreuvé de spots, vraiment, sauf à vivre en ermite. Et je dis pas qu'il faut pas aller vers ces gens qui sont pas biberonnés aux infos et des choses comme ça. Peut-être que des mesures spécifiquement dédiées à ces gens-là qui vivent un petit peu, on va dire,
plus déconnecté de l'actualité et des flux continus d'infos aurait été nécessaire. Mais je trouve que l'information a quand même été assurée. C'est-à-dire qu'on a suivi les différentes vagues, on a vu quand les différentes personnes éligibles pouvaient se faire vacciner. Enfin, moi, j'ai booké des rendez-vous pour moi, pour ma famille, parce que voilà, c'était quand même assez transparent sur l'ordre, avec voilà, tous les bémols nécessaires où ils ont évolué en plusieurs stades leur calendrier. Là où j'aurais peut-être moi davantage insisté et davantage peut-être communiqué, c'est sur le vaccin en lui-même, sur les technologies qui ont été employées, notamment sur l'ARN messager. Je comprends que, je suis pas scientifique, je le redis, je comprends que voilà, si tu sais pas ce qu'on t'injecte, tu puisses être un petit peu froid, un petit peu pas chaud à ce qu'on te mette un truc dont tu n'as absolument aucune idée du fonctionnement, du procédé, du développement, et je trouve que ça a peut-être été un petit peu court en termes d'information du public sur ce procédé, cette technique, alors que bon, ça fait quand même plusieurs décennies du coup que c'est dans les tuyaux, si je dis pas de bêtises, auquel cas les auditeurs... Ça fait 10 ans, je pense. Je crois que ça a commencé bien avant, je crois que ça a commencé vraiment en 78-80 dans les balbutiements, et que sur l'humain, ça fait à peu près 10 ans, mais que c'est un procédé qui me semble est déjà dans les tuyaux depuis vraiment plusieurs décennies. Oui, il n'est pas ressorti de nulle part. C'est ça, c'est pas un mec qui s'est levé en 2020 en disant tiens, qu'est-ce que j'ai qui pourrait aider à sortir le monde de la crise, et qui s'est dit à ARN messager tiens, vas-y, on va tester. Et je trouve que peut-être à ce niveau-là, sur le vaccin, voilà, en lui-même, peut-être pas sur la campagne, mais j'aurais apprécié une petite touche d'information supplémentaire, peut-être à destination des vaccinosceptiques ou juste des personnes un petit peu déconnectées de cet univers médical. Ça n'aurait pas fait de mal. Je suis totalement d'accord, et je pense que le gouvernement a été pris de court par les débats qu'il y a eu sur les chaînes d'infos notamment, où en fait des gens qui étaient médecins mais pas forcément spécialistes d'une technologie. Oui, je crois aussi que c'est depuis les années 70, notamment dans le domaine des traitements cancéreux, voilà, des gens parlaient et ils étaient médecins mais n'avaient pas forcément cette spécialité, et le grand public a été surpris. Des médecins peuvent être en désaccord, ce qui en fait est évident, mais du coup ça a été très contre-productif, et là ça c'est pas la faute au gouvernement, c'est vraiment les médecins qui se sont écharpés sur des questions très techniques, et le grand public qui en a retenu, je pense, une indécision. Et si je peux relancer, c'est vrai que quand on a commencé la pandémie, si tu veux, en mars, avril, mai, on avait les chaînes d'infos qui faisaient des sujets « Quand aura-t-on un vaccin ?» Et tu avais les premières réponses qui étaient 5, 10 ans, enfin vraiment sur un horizon temporel qui n'était pas « on en aura un dans un an ». Et tu vois, pour moi, le gap informationnel on passe de ce délai annoncé de 5-10 ans à on en aura un dans un an, n'a pas été bien comblé en termes d'infos, et on n'a pas trop expliqué aux gens que en fait 5-10 ans, ça aurait été le temps qu'il aurait fallu pour développer un vaccin traditionnel, comme on l'a toujours fait, notamment pour la grippe saisonnière ou pour les autres maladies, et que du coup, l'année et demie de développement, elle était possible avec du coup une nouvelle technologie d'ARN messager, et ça n'a pas été, je pense, bien discuté et bien amené, on va dire, dans la sphère informationnelle, je trouve. Et pas uniquement, parce que AstraZeneca et Sputnik sont deux vaccins pour le coup un peu traditionnels, mais bon, moi je suis docteur en droit, pas du tout en médecine, donc du coup je vais me fier uniquement à ce que m'a expliqué une amie médecin sur le sujet, qui me disait que justement tous les tests avaient été faits tout à fait normalement, sauf les tests sur la durée de validité du vaccin. Ah, okay. Et c'est ça qui est observé en fait maintenant. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques mois on disait attention, peut-être que ça commence à s'essouffler et qu'il va falloir une 3e injection. Voilà, mais sinon tout le reste a été fait. Et c'est en ça qu'il y a cette impression, mais sans doute à tort, d'expérimentation, alors qu'en fait les tests expérimentation par rapport à la sécurité des gens ont été faits tout à fait correctement. Voilà. Oui, c'est la phase 3, si je ne dis pas de bêtises, qui sert notamment d'argument aux anti-vaccins, qui disent « Ouais, mais vous avez une autorisation de mise sur le marché, une AMM conditionnelle, parce que la phase 3 n'est pas encore terminée. » Mais en effet, la phase 3, c'est pas, sauf erreur de ma part, et c'est pas possible, c'est celle qui, en effet, check la protection et la durée dans le temps, plutôt que les effets sur ta personne, et la protection efficace. Mais du coup, suite à ça, en fait, la question qui suivait de la question que Victoire a posée était du coup, vous êtes plus favorable à une obligation vaccinale ou à un pass sanitaire? Toi, t'aurais préféré quoi, Guillaume?
pour les plus fragiles, l'obligation vaccinale. Je prends un exemple d'un adolescent en surpoids qui est un proche de ma nièce qui est décédé du Covid. En fait, un pass sanitaire, ça ne lui parlait pas. Il n'était pas forcément contre le vaccin, mais il se disait j'irai me faire vacciner plus tard, et s'il avait eu 500 € d'amende parce qu'il ne s'était pas fait vacciner, alors il se serait fait vacciner. Et il était personne à risque. En fait, le pass sanitaire, ça fait que des gens qui n'étaient pas prioritaires ont été se faire vacciner. Mais pour les personnes fragiles, nous sommes dans les pays les plus en retard d'Europe de l'Ouest. Et c'est un problème. Donc, j'entends bien, on va dire, oui, mais c'est aussi de la responsabilité individuelle. Mais bon, là, je dis, c'est le cas d'un adolescent. Hein, donc, le pass ne protège pas. Voilà, exactement, le pass ne protège pas. Moi, je suis assez d'accord. Je suis pas totalement au clair, moi, sur ces sujets d'obligation vaccinale pour l'ensemble d'une population, notamment parce que ça implique beaucoup de choses quand même. C'est pas quelque chose que tu prends à la légère, et clairement, j'ai pas le recul ni les compétences pour avoir une vue forte sur ce point-là. Mais en tout cas, pour les publics à risque, je suis en effet pas opposé, parce que je pense qu'on n'a peut-être pas tous le recul nécessaire pour se rendre compte de l'importance qu'aura le vaccin en termes de protection, et en effet en termes de gestion de la santé publique, qui est quand même le but du gouvernement, du ministère de la Santé et des autorités compétentes. Ça aurait pu être en effet une manière de procéder, mais encore une fois, t'as le santé, t'as le sanitaire et t'as le politique, si tu veux. C'est un risque politique qui est fort de dire on va mettre sur la table une obligation vaccinale pour une tranche X, Y ou Z de la population, fût-elle justifiée par les faits, par les études et des choses comme ça. Je trouve que le mouvement politique est compliqué, si tu veux, et tu risques de... les hésitants, très compliqué là, le H en... C'est compliqué pour le gouvernement. Je ne sais pas si je l'aurais fait, si j'aurais eu le courage politique de le faire. Très content de ne pas avoir eu à prendre la décision. Mais oui, je partage ton avis sur le... Je pense que ça aurait été moins compliqué de faire la vaccination obligatoire pour un petit groupe, en plus hyper exposé, avec une très forte létalité. Il n'y a qu'à voir les gens qui allaient en réanimation. Les personnes âgées, en plus, sont des personnes qui sont peu impactées par le pass sanitaire. C'est pas parce que vous empêchez des personnes âgées d'aller au cinéma ou en boîte de nuit qu'elles vont forcément aller vers un pass sanitaire. On a en fait stigmatisé les jeunes, les moins bons électeurs, comme d'habitude. Et il y avait les personnes fragiles qui, elles, auraient dû, donc surpoids, diabète, je crois. Problème cardiaque aussi. Voilà. Et elles, pour le coup, on aurait évité des morts inutiles si on avait eu la vaccination obligatoire. Je suis d'accord. Après, à contrario, tu peux aussi prendre l'argument où le pass sanitaire et l'incitation à la vaccination est censé aussi, sinon casser totalement les chaînes de transmission, du moins les ralentir, puisqu'on sait que ça a aussi un impact sur la contraction de la maladie et sur la transmission. Alors on sait que ça ne casse pas totalement les chaînes de transmission, mais que ça quand même les réduit, et que c'est aussi un pass qui te préserve des formes graves, et en tout cas de l'hospitalisation, et si tu veux, ça a un effet secondaire, peut-être pas le plus fort en effet sur ces personnes à risque, personnes âgées, personnes en surpoids, personnes diabétiques. Peut-être qu'on aurait dû aller en premier lieu sur ces personnes, mais il y a quand même, je pense, un effet, en tout cas une conséquence du pass sanitaire en termes de chaîne de transmission, et qui se répercute aussi sur ces publics-là. Alors c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est pas non plus un coup d'épée dans l'eau. Je suis assez d'accord aussi. Après, on avait pensé aux chaînes de transmission pour les variants alpha. Pour le delta, j'ai cru comprendre que c'était pas tout à fait pareil, mais à la fin, on a compris aussi, selon des études plus récentes, que quand même, ça protégeait quand les deux personnes étaient vaccinées. Donc, je peux comprendre tout à fait. Après, c'est une évolution par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État qui disait on a vaccin obligatoire dans deux cas, soit quand il y a une forte létalité, ce qui est le cas pour les personnes fragiles, soit quand il y a quand le fait de vacciner tout le monde peut permettre une immunité collective, ce qui apparemment n'est pas du tout le cas. Donc après il y a des débats par rapport aux différents médecins. Certains disent que c'est quand même possible, mais ce serait possible si le reste de la planète avait aussi les vaccins. Donc finalement l'immunité collective, on ne l'aura jamais d'ici 1 à 2 ans. Donc c'est pas, donc du coup,
par rapport à ces arguments-là, et la jurisprudence du Conseil d'État, on n'aurait pas dû autoriser le pass sanitaire. Je suis d'accord et je fais juste une digression sur le point des autres pays et notamment de replacer notre beau pays, la France, dans un contexte mondial. Il y a tout ce débat autour des 3e doses voilà, pour les publics prioritaires et les publics fragiles et c'est vrai qu'il y avait pas mal de discussions au sein de la communauté scientifique sur faut-il vraiment mettre en place cette 3e dose ou faut-il réserver du coup ces doses en tout cas à un public peut-être moins favorisé dans des pays voilà, plus en difficulté, on va dire, économique et qui n'ont pas forcément un accès aussi facile aux doses que l'Union européenne et la France. Et voilà, c'est un débat sur lequel moi, j'ai pas de vue, n'étant ni scientifique, ni logisticien, ni spécialiste des épidémies. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut se poser la question également de voilà, la France et sa place, en tout cas... c'est une épidémie, c'est une pandémie, donc par définition, c'est mondialisé et les décisions qu'on prend nous ont des conséquences aussi sur le reste des pays et sur nous après en retour de cycle. Donc, ouais, je comprends. Et en même temps, voilà, j'ai pas de vue forte et c'est un problème qui est compliqué à résoudre. Mais justement, du coup, ça fait rebond à une question qu'on a reçue aussi sur, en parlant de la France, justement, et de la façon dont la France a géré ça. Est-ce que ce type de situation ne questionne pas en profondeur notre vision de la démocratie et de la République à la française ? Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la manière dont la démocratie a eu lieu, la démocratie parlementaire. On a vu quand même des députés socialistes, il me semble, expliquer dans des sénateurs qu'ils ont voté le texte sans dormir, en enchaînant les nuits blanches, pour le voter rapidement avec, je cite, un fusil sur la tempe. Ouais. Évidemment, c'est une métaphore, mais quand même, c'est... Espérons. Sinon, c'est pas terre. Voilà, et je pense pas que l'absence de débat, et tout ça pour mettre en place un pass sanitaire dont, voilà, on a vu, il y a un doute quand même sur son efficacité, ce qu'il n'y a pas sur la vaccination, paradoxalement. On sait que la vaccination est efficace, on sait que c'était important de le faire. Le pass sanitaire, on l'a rajouté, ça a été un effet finalement, une communication politique très très réussie. Pour quel résultat ? C'est vrai que moi, je me suis pas posé la question, si tu veux, de mon rapport à la démocratie et à la République dans le cadre de la crise Covid. Si tu veux, je me suis posé la question plus du rapport à l'exécutif et à la nécessité voilà, de réaction rapide dans le cadre de situations complexes et notamment sanitaires voilà, qui impliquent une réaction forte et rapide. Maintenant que voilà, Guillaume évoque ce sujet, c'est vrai que pour le coup, ça pose quand même des questions. Les débats avec les votes en fin de nuit à 5h du matin avec des parlementaires qui clairement ont plus de cernes que moi un vendredi matin. Bon, ça pose quand même question sur notre rapport à la règle publique et à la manière dont elle est pensée. Je pense par contre que tout n'est pas acheté. Il y a quand même eu beaucoup de questions au gouvernement qui étaient accessibles le mercredi après-midi sur LCP pour ceux qui n'ont pas... Pour les 2 personnes qui regardent cette chaîne. Merci de respecter ces 2 personnes. Oui, elles sont probablement très sympas que moi et quelqu'un d'autre, probablement mon Poitou-Charentes. Exactement. Non, mais voilà, tout n'était pas acheté, je pense. Et même ces phases de questions, si tu veux, qui duraient jusqu'à 5h du matin, j'ai souvenir de m'être retrouvé sur le site de LCP et me semble-t-il que tu peux les regarder. Donc, faut aller la chercher, si tu veux. Faut vraiment aller la chercher. L'information que tu vas chercher, est-ce vraiment de l'information, quoi ? Tout le monde n'est pas habité à aller regarder ce genre de chaîne. Je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'il manque peut-être un canal, en tout cas, à destination. On en parlait plutôt des personnes qui ne sont pas, on va dire, sous perfusion de flux d'infos et de réseaux et d'actualités en continu. Je pense que vers ces personnes-là et qui n'ont pas forcément l'envie non plus d'aller se documenter et d'aller faire des veilles extensives en tout ce qui se passe, machin... Je pense qu'un pas peut être fait et que clairement, mais ça vaut pour la démocratie, ça vaut pour le côté, on va dire, institutionnel du truc, mais ça vaut surtout pour le côté informatif et de manière générale en fait. Et pour les personnes qui ne sont pas dans ce qu'on appellerait très mal un moule en tout cas, c'est-à-dire une personne qui va rentrer chez elle et qui va regarder soit les infos le 20h, soit les news le matin sur son téléphone en partant au boulot. Pour ces personnes-là qui n'ont pas ces canaux d'information, je pense qu'en effet, il y a un gros travail à faire en termes d'information et ça sur les différents côtés.
voilà, démocratie, république, mais information toute simple, quoi. Oui, mais c'est ça, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui a été vraiment révélé pendant cette crise. J'ai beaucoup entendu le « je sais pas où m'informer ». Mais et si tu veux, pardon, je me permets juste de rebondir, mais les réseaux, tu sais, et les réseaux sociaux principalement, ont aussi un effet un petit peu contre-productif, c'est-à-dire que Twitter notamment, quand tu vas suivre un compte, il va directement te proposer des comptes, si tu veux, proches, ou en tout cas à la ligne éditoriale pas trop éloignée. Oui, donc c'est-à-dire que ils suivent le biais de confirmation. Si maintenant je m'abonne à l'équipe, il va pas me proposer en dessous de m'abonner au Monde, il va me proposer NBA Live, machin, tout ça, et du coup tu peux vite te retrouver avec un flux en tout cas d'infos, qui sera principalement axé sur les 3 premiers trucs que tu as rejoint. Oui, voilà. Et c'est ça. Et du coup, si tu as rejoint les trucs sportifs en arrivant, tu auras un fil d'infos qui sera 80% du sport. Le chiffre n'engage que moi. Mais tu auras un fil d'infos sportif. Et du coup, c'est sûr que sur ces réseaux-là et sur ces nouvelles manières d'accéder à l'info, il y a une petite distance à prendre parce que c'est des infos qui sont pensées pour toi. Surtout que vous avez tous deux abordé le numérique seulement pour le biais de pour l'information, alors qu'il y a une fracture numérique réelle qui est engendrée par la pauvreté ou également par le fait qu'on soit d'une nationalité étrangère. Et il n'y a pas vraiment eu, à ma connaissance, de campagne d'affichage, de campagne de publication dans de la presse écrite qui soit abordable au niveau économique. Et finalement, ça exclut des personnes qui sont âgées ou qui sont étrangères, alors que ces personnes-là aussi doivent bénéficier du pass sanitaire par le biais de la vaccination ou autre. Oui, tout à fait. Et même les personnes qui étaient censées prendre les décisions, les décideurs ou les sénateurs, par exemple, n'avaient pas accès à toute l'information. Dans ce marathon législatif, juste pour prendre l'exemple des sénateurs, ils avaient 2 objectifs. L'un, c'était conditionner conditionner tout le droit à la crise sanitaire. Et le deuxième, c'était sur le fait de pouvoir licencier quelqu'un qui refuserait la vaccination et qui serait un soignant. Et ils ont été chercher des informations juridiques qui se sont révélées erronées. Les débats ont lieu avec ces informations erronées. Et à la fin du jeu, la ministre, très fière que la loi ait été votée, a dit « Félicitations, vous pensiez vraiment qu'on avait renoncé à licencier des soignants qui refusent la vaccination ?» Pas du tout. En fait, on n'avait pas besoin de loi nouvelle. En l'état du droit actuel, on peut les virer. Et c'est ce qu'ils ont fait. 1000 soignants ont été licenciés. Alors que ce sont des gens à qui on doit quand même beaucoup. Alors on va partir sur une nouvelle question. Est-ce que selon vous le pass sanitaire constitue une entrave, donc injustifiée ou justifiée, au libre accès aux services publics ? Pour prendre l'exemple de l'association de consommateurs dans laquelle je fais mon stage à l'école d'avocat, on demande maintenant le pass sanitaire. On est en train de priver les gens de l'accès au droit. C'est fou quand même. Les gens ne peuvent plus avoir des conseils par rapport à ce qu'ils achètent, les recours qu'ils ont, sans avoir le pass sanitaire. Oui. Mais c'est l'association qui demande ça ou c'est l'État qui l'a imposé à l'association ? L'État a mis des règles très très strictes à toutes les associations. D'ailleurs, vous, Octogone, en tant qu'association, est-ce que vous devez demander le pass sanitaire à l'entrée ? Comment ça se passe ? Pas en vrai. On s'est pas trop renseigné là-dessus, j'avoue que... Le podcast s'autodétruira après écoute. On va couper ce passage. Désolé. Non, t'inquiète. On a tous le pass sanitaire, donc c'est bon. Avec les nouvelles dispositions que l'État a durcies au moment encore où la crise s'atténuait, où il y avait moins de contamination, ils ont durci volontairement les restrictions, ils ont élargi le nombre de lieux où le pass sanitaire était demandé, et donc notre association de consommateurs a été obligée de le demander, alors qu'ils ne le demandaient pas. Et on parle d'accès au droit. Ouais. Moi, ça me paraît fou. Si je reprends la question, entrave, oui. Justifié, pour moi, oui. Dans la mesure où, pour l'instant, tu as la solution vaccinale, mais tu as aussi la solution de test gratuit qui est relativement peu engageante.
Voilà, ça demande un peu d'organisation, c'est 20 minutes, mais c'est rien qui soit, on va dire, disproportionné par rapport à voilà, la nécessité d'endiguer une épidémie, même si ça va mieux. Voilà, on rappelle que c'était pas non plus, les courbes n'avaient pas l'air particulièrement réjouissantes non plus tout le temps. Et il y a forcément une nécessité voilà, de contrôler et d'endiguer. Donc dans la mesure où tu as cette possibilité gratuite qui n'est pas clivante et où tout le monde peut faire un test à condition d'être informé, et on en revient à la question de l'information, c'est-à-dire où est-ce que je peux aller faire mon test, combien de temps est-ce qu'il est valable. Là, je trouve qu'il y a des choses à dire, des choses à améliorer, des choses à faire mieux pour permettre à tout le monde, et notamment aux personnes âgées, aux personnes de situations qui sont peut-être moins informées quotidiennement, de connaître les manières pour elles d'avoir accès à ce pass sanitaire. Mais pour moi, si tu veux, l'engagement pour accéder et pour avoir accès à ce pass sanitaire n'est pas disproportionné par rapport aux objectifs de gestion d'une épidémie et de gestion sanitaire. Alors après, en travaux, oui, et on rappelle que le pass sanitaire est supposément une mesure temporaire, je crois que c'est le 15 novembre, j'ai bon espoir qu'il disparaisse après. Je me suis pas levé un beau matin en disant trop bien, je rêve d'une étape supplémentaire pour aller boire un coca, je rêve d'une mesure pour segmenter la société en deux camps, voilà. Donc plus vite il partira parce que voilà, la situation sanitaire le permettra, plus vite ce sera et plus simple ce sera pour tout le monde, mais en termes d'entrave, je pense que voilà, elle est relativement ok en termes de trucs. Après, c'est vrai qu'il y a des grands principes, l'accès aux droits, l'accès aux services publics. Je suis d'accord. Ça pose des questions, mais je pense que quand tu es gouvernant et dans une nécessité d'action publique, il y a des arbitrages à faire. Et voilà, pour ça, on a une situation inédite en plus. Donc Pour ça, on a un Conseil d'État. Alors, je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de Guillaume, qui aura sûrement des jurisprudences à partager ou même un avis. Mais voilà, je pense que si ça avait été démesurément disproportionné, on l'aurait peut-être su. Et en tout cas, en tant que citoyen, là, maintenant, moi, l'engagement qui m'est demandé, je le trouve OK, même en termes d'entrave. Mais tu le supportes, quoi. À titre perso, oui, et j'estime, mais c'est vraiment que ma vision, qu'il est supportable dans l'absolu à condition d'être bien informé, si on est bien informé. Et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont d'accord avec toi, donc non mais je reconnais, c'est vrai qu'on est dans un état de droit, donc on peut soutenir telle ou telle idée, et voilà, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, ils sont d'accord ou pas d'accord. Donc là, ils ont validé quand même le pass sanitaire. Mais juste pour revenir sur l'idée pass sanitaire, pass vaccinal. Avec les autotests, on aurait vraiment pu faire un vrai pass sanitaire. Parce que là, c'est super compliqué quand même de faire les tests version on t'arrache le nez. Tu avais la possibilité de permettre à chacun de faire son autotest et s'arrêter dans une relation de confiance. Où sont ces autotests ? Alors moi j'ai une boîte chez moi à titre perso, mais on vient seulement de pouvoir en acheter. Alors je sais pas, moi j'en ai récupéré une par le canal de ma mère qui était fonctionnaire, voilà, je sais pas, qui en a peut-être eu en avance. On embrasse. Mais voilà, qu'on salue, ainsi que les dom-toms qui nous écoutent. Non mais c'est vrai que pour le coup l'autotest, je pense que tu peux le faire, mais sous contrôle d'un professionnel de santé. Je pense on parle des pharmaciens, parce que c'est vrai que après l'autotest n'engage que toi, c'est-à-dire que si tu as envie de faire uniquement l'entrée de la narine sans faire les 5 tours recommandés dans chaque narine, pardon pour le détail un peu glamour du samedi matin, ça n'engage que toi si tu le fais chez toi sous ton propre contrôle. Et si tu as envie d'aller, je sais pas, au cinéma ou voir un concert et que ce serait vraiment pas le moment d'avoir un test négatif quand même, on serait vite inspiré de juste tu le passes sur ton doigt, tu le mets dans le truc et ensuite tu as ton truc. Donc je pense qu'il faut quand même un contrôle relativement light. On parle d'un pharmacien qui vérifie que tu t'enfonces bien au bon endroit et que tu fais le process correct, mais je pense que s'en remettre uniquement à l'individu, c'est peut-être un peu osé, parce qu'on sait que l'intérêt individuel ne matche pas toujours l'intérêt collectif. Dans ce qu'imaginez, je crois qu'il faut revenir après à la pharmacie pour, avec le test en question et le faire valider pour avoir l'attestation du pharmacien. Mais c'est vrai que moi je plaide pour une relation de confiance. On est dans un climat où tout le monde surveille tout le monde, c'est insupportable. Et là je pense qu'on peut sortir de cette crise. En plus, les chiffres sont plutôt bons et ça tout le monde peut s'en réjouir. Voilà. Le gouvernement n'a pas encore dit s'ils allaient élargir ou non. Bah si, en fait, ils ont dit qu'ils élargiraient, et puis ils ont dit non, on va pas élargir, et puis après ils ont dit on va peut-être voir pour élargir au cas par cas le délai en fonction des régions. Et enlever le pass sanitaire en fonction des régions, si ça fonctionne. On y comprend une fois de plus, pas grand-chose.
Oui. Je me permets juste de rebondir, parce que c'est intéressant ce que tu as dit sur, voilà, il y a une surveillance, machin, on est dans une société où c'est un petit peu tendu. Oui, je suis assez d'accord, mais après, il ne faut pas oublier que, voilà, on est des humains et il y a pas mal de recherches, notamment sur le côté psycho, ou en tout cas économie, on va dire, ça s'appelle behavioral economics, donc économie comportementaliste, et tu as ce célèbre, tu sais, dilemme du prisonnier. C'est la théorie des jeux, John Nash et tout, et ce qui, toi, correspond à ton intérêt individuel, matche pas forcément l'intérêt collectif. C'est-à-dire que c'est cette situation où chacun voilà, t'es dans une cellule, ton partenaire de crime est dans la cellule d'à côté. La situation optimale serait que personne ne dénonce son collègue et du coup vous vous en tirez chacun avec, je sais pas, 6 mois. Et après t'as la situation pas optimale du tout où chacun balance le mec en face et où tout le monde se prend 5-10 ans comme ça. Donc si tu veux. Et si on fait le même truc avec les autotests, la situation optimale serait que tu le fasses parfaitement bien et que voilà, tu aies un test fiable, efficace, voilà, qu'on puisse croire et qui puisse du coup voilà, t'assurer une situation de santé au moment M. Mais toi, ta situation personnelle, c'est peut-être d'aller à ce concert où tu as envie malgré le fait que tu étais dans une soirée où il y avait un mec positif 2 jours avant. Et ça, c'est vachement compliqué de s'en remettre uniquement à l'individu. Et je peut-être pas pour une surveillance généralisée, je suis pas Eric Ciotti, j'ai pas envie de mettre des caméras dans le studio, mais voilà, je pense qu'il faut être aussi un petit peu honnête avec l'humain, et on a des biais, et voilà, on est imparfait, et du coup il faut certaines règles. Ça fait une super transition avec l'autre question qui continuera cette conversation, puisqu'on avait pendant ce débat-là, passe sanitaire, on entend énormément les termes liberté individuelle et liberté collective revenir. Et du coup, la question était, pensez-vous que les libertés individuelles doivent primer sur les libertés collectives, solidarité, santé publique ? Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Philosophiquement, on a l'impression qu'on est passé de Locke, c'est-à-dire l'État qui vient pour protéger les libertés individuelles de chacun, à Hobbes, le Léviathan. Voilà, les gens sont méchants, il faut les surveiller, ou ils sont individualistes. Voilà. Je pense évidemment que dans certains cas, qui doivent être quand même assez restreints, la liberté du collectif doit l'emporter sur celle des individus. Mais c'est à nous de définir, nous société, de définir ces cas, et dans un processus démocratique, ce qui n'a pas été fait. Ouais. Ce qui n'a pas été fait, oui et non. On peut discuter avec des excès, des process démocratiques lourds, contraignants, pas forcément accessibles à tout le monde, à l'information comme on l'a fait avant. Je pense quand même que malgré tout, le cadre démocratique et le contrat social, si tu veux, avec nos élections, a quand même dans les grandes lignes été respecté. Et sur le sujet, sur la question initiale, sur les libertés individuelles et les libertés collectives, je trouve que l'équilibre est en effet très très compliqué à mettre en place. Mais je trouve que si tu veux, on est peut-être tous les deux dans un côté un petit peu juridique. Il y a des règles qui s'appliquent. Un code pénal, par exemple, censure forcément ta liberté individuelle à certains endroits. Oui, mais c'est liberté et sécurité, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais il y a un arbitrage qui est fait, si tu veux. C'est comme sur le code de la route, même, si tu veux. Le fait de ne pas pouvoir, moi, me laisser rouler à 220, c'est une bonne chose pour les usagers, croyez-moi. C'est peut-être une bonne chose, et ça limite ma liberté individuelle, et pourtant, personne ne s'en offusque. Et c'est un argument qui revient souvent, qui n'est pas le meilleur des arguments, parce que il est caricatural as fuck. Mais je pense que la balance n'est pas aisément atteignable. Ouais. Donc, et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur le niveau, si tu veux, vers lequel tu veux privilégier l'une ou l'autre des libertés. Et je pense que c'est un taf très compliqué d'être gouvernant et de devoir faire ce dépôt de curseur, ce choix de curseur. C'est difficile parce que maintenant on oppose liberté individuelle et collective alors qu'elles vont ensemble. Et c'est très compliqué, je pense. T'as trouvé un super slogan pour Emmanuel Macron pour la prochaine campagne présidentielle. Merde. Dans les grandes lignes, j'ai respecté vos libertés. C'est beau. Les gars, j'ai fait comme j'ai pu. Non, mais c'est intéressant que tu parles du code pénal parce que, en plus, c'est encore moins bien compris au moment où on a l'impression que pour tout ce qui est politique pénale, on n'est pas du tout dans une logique entièrement répressive. Et au contraire, on explique que la prison n'est pas la solution, que chaque problème doit être analysé, qu'il doit y avoir une pédagogie. Et là, en ce qui concerne quelque chose qui est plutôt du domaine, même pas de la délinquance, plutôt des contrevenants, on va avoir une politique ultra répressive. Parce qu'on a l'impression qu'avec le citoyen lambda, on peut se le permettre. Et que du coup, il va se soumettre.
D'ailleurs, c'est le cas. Oui. Bah après, ça oppose aussi, je trouve, le côté est-ce que le pass sanitaire est plus liberticide qu'un confinement ? On aurait eu les deux. On aurait eu et le confinement et ensuite le pass sanitaire. Et donc, du coup, les deux sont liberticides, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ont préféré le pass sanitaire en se disant s'il n'y a pas le pass sanitaire, on va droit vers une 4e vague et un reconfinement et tout ça. Tout à fait. Et c'était un chantage, en fait. C'était oui, voilà, si vous êtes méchant, vous aurez un nouveau confinement. Ouais. Je me mets toujours à la place du gouvernant, si tu veux, et je me dis... Courage. Non, mais je me mets à la place du mec dans le bureau qui doit décider, et je me dis, c'est quand même... C'est quand même... Ouais, c'est déjà... bon, sacrément bien accroché pour accepter le boulot. Mais si tu veux, qu'est-ce que j'ai comme option, si tu veux, quand les courbes sont pas bonnes, quand voilà, c'est vraiment la merde, pardon, à tous les niveaux, qu'est-ce que j'ai comme option pour inverser la tendance ? Il y a certains scientifiques qui font des papiers de recherche qui disent dans tous les cas cette épidémie on la comprend pas, elle monte, elle descend, voilà, elle est cyclique, donc autant laisser faire, je peux comprendre, j'ai pas d'avis, mais toi en tant que action publique, t'es censé quand même réfléchir à de potentielles actions, et ça c'est peut-être une question que j'ai envie de te poser, c'est pas une question piège, mais hors confinement et hors pass sanitaire qui sont du coup, j'en conviens, liberticides à un certain niveau, quelle option il te reste, ou il te resterait dans une situation fictive de gouvernance pour agir, ou en tout cas essayer d'agir sur la transmission et voilà, le côté santé. Je vais être parfaitement honnête, pour le premier confinement, je crois que tout le monde a été pris de court et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Oui, c'est sûr. Après, 1 an plus tard, on avait vu qu'on nous avait promis d'augmenter les capacités en service de réanimation, que le problème, grosso modo, c'était les capacités en service de réanimation. C'est ça qui provoquait les confinements, c'est quand il y avait trop de gens qui arrivaient, donc du coup, qu'on risquait une saturation, et donc on préférait dire à tout le monde de rester chez eux plutôt que qu'ils aillent de devoir choisir, et je comprends tout à fait humainement, qui vit et qui meurt en service de réanimation. Et donc du coup, pourquoi n'a-t-on pas augmenté les capacités en service de réanimation ? Ça, je ne comprends pas. Alors moi, je crois que j'avais vu des éléments de réponse en ce sens-là, c'est-à-dire que hors pandémie, on n'a pas besoin de plus de capacité de réanimation qu'on en a déjà, et voire même il y en a une certaine quantité qui n'est pas utilisée et qui n'est jamais utilisée hors période de stress intense qu'on connaît maintenant. Donc d'aucuns diraient que c'est probablement un peu overkill de construire 150 000 ou j'en sais rien, probablement l'ordre de grandeur est absolument horrible, places de réanimation, alors qu'elles serviront, vu le monde peu réjouissant et les pandémies qu'on nous promet successives, voilà, ce sera peut-être pas une mauvaise idée non plus, mais j'avais vu des soignants ou en tout cas des directeurs d'hôpitaux qui disaient oui, mais ces places-là, voilà, ça contraint à faire des choix dans un espace limité et voilà, à défavoriser d'autres services pour des places qui n'auraient hors période de stress intense qu'une utilisation marginale. Non, mais c'est intéressant ce que tu as dit par rapport aux places en disant on pensait que du coup il n'y aurait pas de nouvelles pandémies. Il y a eu, et on se rend compte aussi que ça a coûté beaucoup plus cher de reconfiner tout le monde que d'avoir construit ces places. Donc du coup, c'était une erreur économique majeure de plus. Oui, mais a posteriori, le calcul est facile. Au moment où tu dois faire ton budget et où tu dois boucler ton budget et ton arbitrage budgétaire, c'est très compliqué d'arriver dans un bureau en disant bonjour, on va construire 20 000 places de réanimation, ça va coûter X milliards, alors que du coup, tu auras le ministère public en charge des finances qui va te dire oui, mais alors on est à 30% sur les 15 dernières années d'utilisation des lits de réa, pourquoi vous voulez que j'en construise encore plus ? Et c'est là, je te dis pas que c'était la bonne ou la mauvaise réaction. Évidemment, avec le recul, on aurait peut-être dû en construire plus. Mais je te dis que dans l'agencement, on va dire, démocratique qui est le nôtre, avec des contrôles et notamment une gestion financière, et il y a des questions financières qui rentrent en compte, notamment, et voilà, les questions de dette et des choses comme ça. Est-ce qu'il faut s'endetter maintenant ? Est-ce qu'il ne faut pas rembourser la dette ? Bref, tout un tas de circonvolutions très intéressantes au demeurant, qui font que tu es quand même limité dans tes choix en tant que gouvernant et que c'est peut-être pas aussi facile que ça de prendre la bonne décision au bon moment. On n'a pas été limité là on n'a jamais eu autant d'argent, autant de prêts de l'Union européenne. On aurait vraiment pu les investir au niveau des hôpitaux et ça n'a pas tellement été fait. Il y a eu le Ségur de la santé, mais en fait, tout le monde, quand on a parlé du Ségur de la santé, tout le monde a pensé on va augmenter les places de réanimation. Et en plus, ça a été promis. Une fois de plus, on a dit on va augmenter à 15 000 places. En Allemagne, 20-25 000 places. En France, 5
1000, 10 000 places. Donc j'ai cru comprendre qu'en fait, ils peuvent déshabiller les autres services pour augmenter. Ouais. Donc, une fois de plus, il n'y a pas eu de démocratie parlementaire pour discuter de ces enjeux-là. Et le choix qui a été fait a été un choix absurde quand on voit ce qu'a coûté le deuxième confinement. Donc une dernière question, messieurs, qui appelle à votre créativité. Est-ce que vous êtes déjà imaginé comment les livres d'histoire parleront de la période que nous vivons en ce moment ? Churchill a une citation que j'adore. Il dit « L'histoire sera très clémente avec moi parce que c'est moi qui l'écrirai ». Je pense que l'histoire sera très clémente avec le gouvernement parce que c'est BFM qui la racontera. Le tacle, les deux pieds collés à BFM. C'est joyeux. Non, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire que ça dépendra des années, des décennies qui vont venir. Si tu veux, probablement que les bouquins qui vont être publiés dans les années qui viennent auront une vision assez factuelle de la situation. Mais peut-être que si tu décales l'horizon temporel à 50, 100 ans, ça dépendra éventuellement de l'impact qu'aura eu la pandémie sur nos modes de vie. Si tu veux, peut-être qu'on verra ça comme un élément déclencheur pour les métiers du tertiaire, comme voilà, l'essor du télétravail, si tu veux, l'exode, si tu veux, le départ des Parisiens vers des villes de province. Voilà, tu sais, il y avait eu tout ce laïus au moment du premier confinement quand on était tous chez nous sur le fameux nouveau monde. Alors, je ne vois pas trop la teneur jusqu'à présent, mais voilà, si jamais il devait y avoir un sursaut de la part de nos citoyens pour quelque chose de nouveau, de fondamentalement nouveau, de rupture, peut-être que voilà, les livres d'histoire reprendraient cette pandémie comme le point, comme l'assassinat de Franz Ferdinand, tu sais, c'est ce qui a précipité, voilà, toute proportion gardée. Exactement. Je ne compte pas assassiner Franz Ferdinand. Connaît tous, personne connaît vraiment ce type, mais on sait que c'est le point. L'archiduc, c'est là où ça a un peu merdé. L'embrasement. C'est un peu ça. Et bien du coup, on va passer aux recommandations puisque on termine ce podcast. Est-ce que vous avez des recommandations à nous partager ? Donc pour ma part, ce sera court. J'avais trouvé un article passe sanitaire, passe vaccinal sur le site du CNB que je recommande à tous et qui montrait justement ce qu'on pouvait faire et ce qui était autorisé par la loi et ce qui n'était pas. Seulement, on était en mai. Et en fait, ce qui n'était pas autorisé a été autorisé après. Ah ouais, ok, super, d'accord. On va très bien. Moi, c'est plus un site, c'est le site Our World in Data, donc notre monde en données, pour les non-anglophiles. Bon, par contre, le site est en anglais, il faut un peu s'accrocher. C'est fait par 2 chercheurs de l'université d'Oxford et toute une équipe derrière, et c'est vachement bien, et ça aborde tout un tas les grands problèmes en fait auxquels l'humanité est confrontée, c'est-à-dire la famine, les épidémies, les gaz à effet de serre, le changement climatique, les choses comme ça. Ils font un travail absolument incroyable d'agrégation de données, c'est-à-dire que pendant la toute première phase du confinement, c'était les seuls qui publiaient, si tu veux, le nombre de cas Covid par pays, c'est-à-dire qu'ils se levaient à pas d'heure, les mecs qui récupéraient tout. Sacré taf. Ouais, c'est vrai, des très très bonnes, très grosses pointures. Ils faisaient un travail d'agrégation incroyable et en fait, sur tous ces sujets, sur les grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée, c'est une synthèse de la connaissance scientifique actuel avec un petit moyen texte sur ce qu'on sait, des chiffres, les graphiques sont vachement beaux, tu peux modifier, tu peux mettre les pays que tu veux, les axes et tout, c'est vachement accessible même pour quelqu'un qui touche pas du tout un tableur Excel normalement, on parle de data visualization et voilà, tu peux vite perdre des heures sur ce truc là, trop bien, c'est en anglais. Ok, bah écoutez, pour tous les anglophiles c'est mieux que Netflix. Moi, ma recommandation, c'est moins pointu, c'est une vidéo du youtubeur Cyrus North qui a fait une vidéo sur le problème avec la vaccination et le pass sanitaire, qui est très bienveillante, en fait, qui est simplement bienveillante, et il expose un très bon point de vue, je trouve. Ouais, je confirme. Excellente vidéo. Je recommanderais le blog de Roselyne Détron. Je pense que Guillaume connaîtra. Liberté, liberté chérie, s'appelle ce blog. C'est un blog qui n'a rien à voir avec Marine Le Pen, petit disclaimer. Et donc c'est un blog qui concerne le juridique, donc une vulgarisation juridique entièrement gratuite. Et Roselyne Détron a fait des articles très pertinents sur le pass sanitaire. Très bien. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce podcast. On espère qu'il vous a plu. On remercie évidemment toute la team, Yvan, Thomas, Hamza, Antoine, mais aussi Morgane et Albert qui nous ont prêté aujourd'hui leur appartement en tant que studio d'enregistrement. Merci aussi à tous les abonnés pour vos questions, toujours aussi nombreuses et pertinentes. Désolée de devoir les trier à chaque fois, autrement on passerait des heures dessus. Et surtout merci à vous les garçons d'avoir bien voulu participer à ce témoignage aujourd'hui.
Et on se retrouve... et si vous voulez prendre leur place, contactez-nous. Vous pouvez nous contacter à l'adresse octogone.strasbourg@gmail.com. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci à toutes et à tous.